Merci beaucoup Geneviève pour cette introduction. Je pense qu'il cale bien en tous les cas les différentes orientations de notre journée telles qu'on l'a souhaité ensemble aussi, parce que c'est comme Geneviève y a fait allusion, nous sommes depuis plus de 3 ans maintenant engagés dans une relation maintenant de partenariat, et c'est vrai que les différents enjeux sont évidemment importants jusqu'au colloque où vous allez être plusieurs à participer 10 et 11 octobre prochain, consacré au bicentenaire du musée du Luxembourg, en effet. Alors c'est intéressant parce que on voit bien que quand on part du Louvre, et ça me permet de faire la jonction avec notre second propos, quand on part du Louvre, on se rend compte que l'histoire des institutions muséales partent du Louvre, évidemment pour beaucoup, puisque l'histoire d'Orsay, l'histoire du Centre Pompidou, du Musée national d'art moderne, parce que c'est de ces collections-là dont il s'agit, sont toutes évidemment des émanations de cette grande histoire du musée. Donc c'est là où il est intéressant en effet d'explorer les archives, à la fois dans les zones grises également que nous pouvons y découvrir. Alors je pense que le lien avec notre présentation me permet, surtout parce que c'est Geneviève Profit, donc tous les trois, nous avons en effet, à l'issue de cette journée d'études du 24 novembre 2016 dont je parlais, et de la création et de l'ouverture du Centre Vivant Denon en juillet 2016, nous n'avons même pas attendu cette inauguration pour nous lancer très vite, et ça avait été mon enjeu, soutenu par notre directrice Anne-Solène Roland. C'était l'idée, et on avait tout de suite confié cela à Françoise Banat-Berger, la directrice donc des Archives nationales et du site de Pierrefitte. Nous lui avions confié cette idée que le départ des archives des musées nationaux du Louvre nous permettait à la fois, comme je l'ai déjà dit, de concevoir une meilleure accessibilité de ce fonds au plus grand nombre, puisque il serait conservé dans des conditions optimum, et également que les missions scientifiques du centre de recherche, l'histoire de ces institutions dans ces grands domaines, permettaient en effet de bâtir des pistes de réflexion qui sortaient du cadre purement institutionnel de l'histoire de l'art et du travail des conservateurs, dont on va parler ce matin avec nos 2 communications, vraiment sur les recherches de provenance, sur la recherche, l'enrichissement des collections, tout ce que cela impose de la part du conservateur en charge de ces fonds, de connaître dans notre discipline muséale. Et donc, il y avait là un enjeu important où, très vite, également avec un 3e partenaire qui était l'École du Louvre, puisque j'y enseignais également depuis de nombreuses années, c'était l'idée de pouvoir fédérer ces enjeux autour, et c'est ce que nous avons intitulé repenser la recherche sur l'histoire du Louvre entre pratique et émulation, c'est-à-dire qu'au moment en 2016 où sortait l'ouvrage de référence sur l'histoire du Louvre, dirigé par Geneviève Bresque-Bauthier, qui est quand même, pendant de nombreuses années, qui fut la spécialiste de l'histoire du Louvre, incontestablement. Cet ouvrage en 3 volumes que nous avons coédité, Louvre Édition Fayard, opération donc de longue haleine, devenait évidemment un enjeu disponible sur cette table même, disponible à tous, pour mettre en évidence justement cette histoire et en même temps les zones grises, les zones d'ombre, où peut-être faire apparaître ce qui pouvait justement, ce qui restait à définir. C'est la raison pour laquelle, avec Emmanuel Rousseau, également le directeur des fonds, on a recherché, et moi-même, puisque je fus aussi auteure, directrice de publication dans cet ouvrage pour un certain nombre de parties, nous avons donc décidé d'engager une réflexion commune de travail qui permette surtout, alors repenser c'est un bien grand mot, un peu ambitieux, mais de sortir aussi d'une certaine manière, d'une vision aussi de l'histoire du Louvre, qui est très linéaire, factuelle, puisque l'histoire du Louvre, c'est aussi l'histoire de France dans une grande partie de son histoire. Donc,
L'histoire du Louvre, c'est un vaste sujet sur lequel aussi l'institution, finalement, se penche très régulièrement. On ne lâche pas le morceau si facilement, et on peut dire que très vite, depuis 2 siècles au moins, puisque maintenant nous avons dépassé cet anniversaire-là, il y a finalement régulièrement une relecture aussi des écrits antérieurs. Alors, acteurs internes à l'institution, comme exégètes, spectateurs, ont pris leur plume à de nombreuses reprises pour décrire, raconter, signifier la place de cette institution dans le paysage culturel français. La manière de composer le récit se veut linéaire, comme je le disais, plutôt factuel, le plus souvent mettant en jeu les maillons d'une histoire pluriséculaire. Et c'est une discussion que nous avions eue avec Geneviève Bresque, les nombreux auteurs, Guillaume Fontenelle, Yannick Lins, les piliers, je dirais, de la publication, des discussions fort musclées sur thématique ou chronologique. Et il faut reconnaître qu'entre Henri Loiret, Jean-Luc Martinez, qui faisait partie au départ de notre groupe de travail, il y avait les tenants, comme moi et lui, de la thématique institutionnelle, d'une histoire institutionnelle qui aborderait les grandes thématiques, et puis la position certes classique, mais en même temps, je dirais, rationnelle, de Geneviève Bresque, qui était de dire, mais vous allez trouver des zones d'ombre énormes, vous allez trouver des moments difficiles, vous ne pourrez pas tenir la route du point de vue d'une vision plus transversale. Et nous nous sommes résolus, effectivement, à une vision qui pourtant regroupe dans 2 volumes. Alors là, après, il y a le départ architecture, histoire de l'art, mais en effet, il y a cette rupture historique pour l'histoire de France, de la Révolution française, qui a vu naître le musée, et donc ce débat du XVIIIe siècle, cet universalisme du musée encyclopédique, c'est vrai qu'il constitue la césure. Mais après, est-ce qu'on peut réorganiser les choses? Donc voilà, on en était resté là. Mais c'est vrai que cette définition de l'histoire du Louvre, elle remonte, je dirais, après la Seconde Guerre mondiale, les réflexions, parce que plus récemment, donc dès les années 1945-50, un souci d'exhaustivité s'est emparé des historiens, conservateurs, pour transmettre une histoire monumentale du bâtiment, de ses décors, de ses collections, qui va bien au-delà du guide du visiteur, parce qu'il faut parler aussi de ce que produit, j'allais dire techniquement, rationnellement, vis-à-vis de son public aussi, le plus large possible, le musée, ses conservateurs. Donc il y a le guide du visiteur, qui est un modèle éditorial muséal par excellence, qui fonctionne, qui est une étape obligée, qui est un exercice de synthèse, et donc qui ne va pas forcément, qui ne demande pas des notes et un corpus scientifique exhaustif, bien au contraire, il est dans la vulgarisation intelligente, mais c'est quelque chose qui a existé et sur lequel, évidemment, nous nous sommes beaucoup penchés, peut-être moins actuellement, mais sur lequel nous nous sommes beaucoup penchés. Les travaux de fond qui nécessitent évidemment ce travail sur les archives dont on va parler plus spécifiquement, il y a eu les travaux fondamentaux de Christiane Olagnier, donc qui était chargé de mission au département des peintures dans les années 50-60 et qui, en effet, a constitué cette histoire phénoménale et fondamentale de s'attaquer à une histoire du Louvre, une histoire qui mêlerait, enfin surtout une histoire monumentale du bâtiment, mais de sa transformation de palais en musée, parce que c'est ça qui domine, moins l'histoire des collections. Mais donc en plusieurs volumes, je ne sais pas, normalement ils sont toujours derrière moi reliés en cuir, visibles derrière moi, mais ces ouvrages, ce sont encore des bibles de travail pour nous, même si Geneviève Bresque, les émules successifs, nous-mêmes notons des fautes, des erreurs de datation, etc. Nous reprenons cette histoire régulièrement. Ça reste un ouvrage auquel il faut rendre hommage. Geneviève Bresque, Bautier dans les années 90-2000, donc au tournant du 21e siècle, a véritablement aussi été présente dans tous les grands débats. C'était le moment du Grand Louvre, mais aussi
aussi la création du musée du Quai Branly. Donc nous avons abrité, je l'ai oublié encore, autour de la table, il y en a qui s'en souviennent et qui travaillent dessus encore, le musée de la Marine, donc des collections extra-européennes qui vraiment désignaient l'universalisme et l'encyclopédisme de l'institution. Et puis, il y a aussi, plus récemment, au tournant des années 2000, des historiens de l'architecture qui se sont véritablement attachés à cette histoire du monument. Et donc, ce conflit entre le palais-musée est quelque chose qui demeure intrinsèquement chez nous extrêmement fort. Guillaume Fontenelle a été évidemment une personnalité fondamentale, spécialiste de l'histoire du Louvre, sa thèse étant sur l'histoire du Louvre au XVIIIe siècle sous le marquis de Marigny notamment, Alexandre Gady donc sur l'architecte Le Mercier, donc sous Louis XIII, Richelieu, mais il y a aussi Alexandre Kojano sur l'architecte Levaux, donc c'est tout le grand projet du concours de la colonnade et du lieu dans lequel nous nous trouvons, qui est le doublage de l'aile sud de la cour carrée, c'est Levaux quand même, face à l'Institut, dont il fut l'auteur. Donc on est là engagé aussi sur une émergence, vous le regardez dans les publications récentes des 10-15 dernières années, de redéfinition du bâtiment dans ce qu'il a représenté en tension entre l'histoire du palais, l'histoire donc de l'Ancien Régime, et l'histoire du musée. Ça c'est un élément aussi qui fait force et faiblesse de l'institution dans nos réflexions. Alors pouvons-nous mettre à part la rédaction, parce que Juliette Trey n'est pas encore arrivée, mais Negin également, en tant que conservatrice, elles sont confrontées à l'autre, je dirais, modèle éditorial du musée, qui est le catalogue raisonné. Et qui là fait appel, bien entendu, dans la recherche, aux sources clés, bien sûr, de ces recherches. Le catalogue raisonné de collection, donc ce sont les départements du Louvre qui, évidemment, se sont fait une spécialité dès la seconde moitié du XXe siècle, si ce n'est avant, depuis la période napoléonienne, parce que, évidemment, le grand inventaire Napoléon fut la première source très importante sur ce sujet, mais je dirais que ces catalogues raisonnés des collections sont un enjeu très important, parce que qui dit catalogue raisonné, sur le modèle de nos collègues allemands, qui eux ont une conscience du catalogue raisonné, de la place laissée aux archives jusqu'à la note près, c'est vraiment l'histoire de l'art dans ses fondements extrêmement précis et présents, mais le catalogue raisonné est quelque chose, donc dans le domaine des peintures, bien sûr, le Louvre s'en est fait une spécialité, encore récemment le catalogue raisonné des peintures italiennes, 18e, 17e, 18e siècle de Stéphane Loire, donc qui poursuit en tant que conservateur ses recherches de fond sur l'histoire des œuvres. Donc ça, c'est un élément évidemment fondamental, et encore aujourd'hui, Juliette n'est pas là, mais je le dirai peut-être en la présentant, le catalogue Les Dessins, le département des arts graphiques, a poursuivi de longue haleine le catalogue raisonné de ses fonds par grands mécènes, collectionneurs, que ce soit Mariette, que ce soit Evrard Jabach, que ce soit plus récemment le catalogue des pastels, avec une très belle exposition qui s'est terminée malheureusement la semaine dernière. Mais en effet, nous sommes là dans des spécialités de fond, et je ne parle pas pour, peut-être on l'évoquera au cours de la journée, ce type évidemment de catalogue et de travail sur les fonds d'archives et sur les collections qui peuvent être amenés dans les autres types de musées. Donc travail de longue haleine dont la nécessité scientifique et conservatoire est indiscutable, mais qui se trouve confronté aussi aujourd'hui aux logiques économiques de production et de diffusion de telles publications. C'est-à-dire qu'il faut évidemment bien sûr des coéditions, mais dans les commissions éditoriales de publication de l'institution, c'est vrai que le catalogue raisonné est quelque chose qu'il faut arriver à financer sur le long terme, donc qui n'est pas forcément prioritaire. Mais on le verra, on les réévoquera peut-être avec nos deux communications. Alors, le dernier travail d'ampleur consacré à une publication sur le Louvre, comme je l'ai dit, c'est véritablement cet ouvrage en 3 volumes, publié en 2016, 10 ans de travail, d'aléas. On a refondu peut-être une dizaine de fois, quasiment une fois par an, le plan, jusqu'à la fin, quasiment.
très difficile entre l'histoire de l'art, l'histoire de l'institution et l'histoire de l'architecture. Ça a été vraiment nos grands débats. C'est quelque chose donc qui montre la conflictualité du sujet. Mais en même temps, ça a été pour chacun des auteurs, et il y en a plus d'une cinquantaine, un important travail de collecte et d'analyse des sources existantes. Pour certains, de relecture des sources. Moi, pour les archives d'Ancien Régime, par rapport, de découverte des sources plus actuelles du XXe siècle. Dans un souci certain d'exhaustivité, il était question de choisir aussi les spécialistes des différents thèmes abordés pour offrir un portrait de l'institution le plus cohérent possible et qui se fonde justement sur les sources les plus exactes possibles. Alors, je reviens sur la grande césure chronologique et historique qui a été choisie, se situant à la fin du XVIIIe siècle avec la création du muséum, donc le préalable véritablement au basculement politique, mais parce que vous savez qu'il y a ce grand débat entre les origines du muséum, le projet de Dangévillers sous Louis XVI, qui est quand même un projet d'ouverture de galerie de peinture royale au public, certes, mais qui effectivement est repris sous la Révolution, mais dans un sens où le basculement du statut de collection privée en collection publique se fait évidemment du jour au lendemain, et c'est cette spécificité de l'histoire du Louvre qui est assez exceptionnelle. Alors cette césure fait l'objet de débats sans fin, comme je l'ai dit, sur la nature fondamentale du Louvre palais ou musée, ouvrant débat donc entre les historiens de l'architecture et les historiens d'art. Mais aussi, ce travail de fond a permis de mettre en perspective la somme exceptionnelle de matériaux sources disponibles et encore non exploités. C'est ça qui est important. Alors la question se pose de reconsidérer les grands schémas d'interprétation d'une histoire chronologique pour en extraire ce que j'appellerais des zones grises sous un angle plus transversal aux sciences humaines. Et c'est ce qui nous a conduit, dès l'année 2015, lorsque j'évoquais avec d'autres collègues institutionnels la création du Centre Vivant Denon, c'est ce qui nous a conduit à concrétiser à la fois, bien sûr, le départ de la Bibliothèque centrale des musées nationaux, des archives vers Pierre Fitte, dans ces nouveaux locaux tout neufs, très rationnels et fonctionnels. C'est ce qui nous a amené à concrétiser donc ensemble, avec le département donc culture, éducation, donc le DECAS, dirigé par Catherine Méraud, de réfléchir à une collaboration qui se ferait avec l'École du Louvre au niveau du Master 1 d'initiation à la recherche, et donc c'est la prise en main de ce qu'est l'utilisation de l'archive dans la recherche sur un sujet que nous avons bien sûr limité à l'histoire du Louvre, mais une histoire transversale aux sciences humaines et sociales qui correspond aux axes de recherche du Centre Vivant Denon, et surtout, c'était l'idée de collaborer avec les archives nationales sur des projets précis en promouvant le travail des jeunes chercheurs. Donc, ce master d'initiation que nous avons créé en 2015, donc nous en sommes à la 4e promotion que nous allons entamer cette année, nous a permis de définir des pistes de réflexion qui s'articulent autour d'une chronologie, donc ça tous ensemble, avec Emmanuel Rousseau, avec Marine Zellweger, votre prédécessrice Geneviève, et avec Pascal, et notre direction, Néguine Mathieu également, la responsable du service Histoire du Louvre. Nous avons effectivement défini un périmètre qui serait plutôt en tout cas la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est-à-dire en fait le grand moment d'effervescence du Second Empire, le nouveau Louvre de Napoléon III, et ce que ça va avoir comme réaction sur l'histoire des musées, jusqu'au tournant des années 2000, mais plus concrètement, je dirais, les années 1850, 1950-60, parce que la césure est difficile, parce que c'est vrai que le lancement du projet du Grand Louvre en 1981, l'arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, avec un budget de 1%, etc., ça a vraiment été un changement considérable. Donc, pour l'instant, nous sommes là, et plus particulièrement, on s'est aperçu que la fin du XIXe siècle, donc la Troisième République, jusqu'à la Quatrième République, c'est-à-dire la veille du Second Conflit mondial, on est là dans des enjeux encore peu explorés, notamment générationnels aussi.
parce qu'on a là des renouvellements aussi dans les professions, les métiers qui sont importants à prendre en compte, si ce n'est aussi ici la bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons, qui appartient dans les années 30 à ces grands réaménagements du plan vert. Donc voilà, on s'est pris un fil conducteur chronologique qui nous permet à l'intérieur de comprendre les mécanismes institutionnels du musée du Louvre, que ce soit l'histoire des expositions temporaires, il n'y en avait pas au Louvre au départ, les réaménagements muséographiques des salles, bien sûr, donc comment se construit en interne du budget jusqu'à la présentation des collections, ces notions, les mécanismes d'enrichissement des collections, les métiers du musée également, le fonctionnement donc de l'institution, tout cela qui génère, et je pense que nous avons la chance d'avoir quelques spécimens de nos étudiants qui ont même persévéré dans le Master 2 ou qui sont même en doctorat. Donc on est là dans des enjeux où nos collègues, effectivement, ont ouvert, je pense, une boîte de Pandore extrêmement passionnante. Donc ce travail étroit entre les deux institutions patrimoniales ouvre finalement aux étudiants des pistes assez inespérées de découverte et permet, je pense, et je l'espère, l'élaboration d'un corpus de sources non négligeable. Il faut que nous trouvions une finalisation, bien sûr, à ce travail, au moins par étapes, qui va au-delà, bien sûr, des archives des musées nationaux. C'est vraiment le travail sur les fonds. Alors, si la pratique est aussi l'apanage de nos collègues des Archives nationales, et je vais passer la parole à mon collègue Pascal Rivial, qui assure, puisqu'ils assurent l'encadrement du terrain nécessaire à cette première expérience, mais l'émulation est développée à travers aussi les promotions et l'entraide qui se dégage d'année en année pour constituer, je l'espère, un groupe de recherche homogène. Pascal, donc je pense qu'on peut évoquer aussi ce travail du point de vue justement des archives, puisque c'est vous qui êtes en contact aussi avec les étudiants, qui leur servez quasiment de tuteurs, de père, si je puis dire, dans cette recherche des fonds. Donc Pascal, vous êtes évidemment chargé d'études documentaires aux Archives nationales, dans le département, donc dans le DECAS, département éducation et culture, mais vous êtes aussi responsable des fonds musée architecture et plus largement des fonds patrimoniaux. Vous avez été commissaire d'un certain nombre d'expositions, dont la dernière a eu lieu d'ailleurs aux Archives nationales sur le site des Francs-Bourgeois l'année dernière, et vous êtes chercheur associé au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative du CNRS et de l'Université Paris X, et donc vous avez aussi des tropismes extra-européens, je pense, voilà, dans vos connaissances et vos compétences. Donc peut-être faire écho à ce que j'ai dit sur le travail de ce master, et donc il y a eu à peu près une quinzaine de travaux maintenant qui sont sortis sur 3 ans. Donc peut-être avoir le retour aussi de ce travail de proximité aux archives. Oui, alors, Françoise, le master, c'est une étape pas forcément très évidente pour les étudiants, parce que c'est vraiment la première fois où on est vraiment confronté à un travail de recherche assez exigeant, où on attend de produire un discours raisonné et intelligent à partir de sources, si possible, inédites. Et c'est là que les choses souvent se gâtent, c'est la première confrontation avec la recherche dans les archives, et c'est souvent un travail assez vertigineux au départ, parce qu'on ne sait pas trop comment s'orienter, et c'est là qu'on essaye, dans la mesure du possible, de jouer un petit rôle en assurant une première initiation au travail en archives. Et donc depuis le début de notre collaboration avec Françoise Mardrus et donc le centre Dominique Giron de Nyon et l'école du Louvre, nous sommes dit qu'il serait important de faire une première séance de présentation des archives pour savoir comment s'en dépatouiller. À la fois présenter très globalement, bien sûr, parce que c'est une séance qui dure quelques heures, donc c'est vraiment une présentation à la louche, mais au moins qui donne un cadre général sur les sources exploitables, et puis plus largement savoir comment se plonger
dans les vertiges de la salle des inventaires virtuels. C'est le nom qu'on a donné à notre grand système d'information archivistique, le volet documentaire, hein, ce qui permet aux lecteurs, aux chercheurs de rentrer dans les sources d'archives à partir d'une série d'inventaires qui sont mises en ligne depuis l'ouverture du site de Pierrefitte-sur-Seine. Là aussi, pour nous, ça a été un énorme challenge, hein, de rentrer dans cet univers numérique de l'archive, de donner accès à un grand nombre de sources à partir d'inventaires qui ont été dématérialisés ou qui maintenant, hein, sont natifs, numériquement natifs. Et comment donc aborder ces vastes sources. La difficulté est d'autant plus grande que, en fait, si on doit revenir à l'historique, hein, de notre collaboration, il y a donc, comme vous l'avez dit, Françoise, hein, il y a le déménagement des archives des musées nationaux. Donc ça, c'était déjà un premier grand défi. Les archives des musées nationaux qui étaient ici avaient leur propre tradition. Il a fallu non seulement déménager physiquement les archives, mais aussi procéder à une recotation, tout bêtement, parce que là je rentre un peu dans la cuisine interne, mais ça a son importance. Les archives des musées nationaux avaient leur propre cotation, avec leur cadre de classement A, B, C, D, etc. Cadre de classement qu'on ne pouvait pas réutiliser en tant que tel, puisque nous avions les mêmes noms de séries traditionnels aux archives nationales, donc il fallait procéder à une recotation. Mais c'est là où c'est le bouleversement, nous avons essayé de minorer ce bouleversement pour les chercheurs qui étaient habitués à ce cadre de classement. Nous n'avons rien changé au classement même de chaque série. Chaque série porte maintenant un nouveau numéro de versement, qui peut paraître un petit peu abscon au départ, mais enfin bon, c'est la règle de la cotation continue. Et sinon, nous avons conservé strictement le cadre de classement, nous avons conservé les inventaires tels qu'ils étaient, simplement nous les avons convertis dans un autre format informatique pour pouvoir le verser dans notre salle des inventaires virtuels. Et ce qui était intéressant à expliquer donc à chaque promotion d'étudiants de Master 1 de l'École du Louvre, c'est de leur expliquer à la fois le maniement de la salle d'inventaire virtuelle, mais aussi la diversité et la complémentarité des archives qui sont désormais chez nous. Si je peux donner quelques exemples, les premiers fonds les premières collections du musée du Louvre, du musée central des arts, proviennent des grandes saisies révolutionnaires. Et si bien sûr les archives, par exemple des départements des peintures du Louvre, permettent de documenter l'entrée de ces collections, il faut bien sûr penser à consulter la sous-série F17 dont a parlé Geneviève Profit, F17 donc ministère de l'Instruction publique, parce que dans cette sous-série sont conservées les archives de la Commission des Arts qui a supervisé les saisies et puis après le redéploiement de ces collections artistiques, notamment au musée du Louvre. Autre exemple, le Louvre, puis ensuite les autres musées nationaux ont enrichi leur collection à partir de dons, de legs, d'acquisitions qui ont été en fait gérées par différentes administrations, puisqu'en fait, à partir de 1802, la direction des musées nationaux a été supervisée, donc 1802, par la maison de l'empereur, et puis ensuite, maison du roi à la Restauration, maison du roi pour Louis-Philippe aussi, et puis ensuite maison de l'empereur
sous Napoléon III, on voit bien l'importance politique et idéologique du musée, puisqu'on a senti l'intérêt de conserver une tutelle très forte des musées nationaux par donc la maison des souverains. Ces collections donc qui étaient acquises au bénéfice de musées nationaux, en l'occurrence pas plus particulièrement le musée du Louvre, ces acquisitions ont été en partie assurées par la maison des souverains, et donc bien sûr les archives proprement dites du Louvre, des départements, sont importantes pour documenter ces acquisitions, mais il faut bien sûr aussi penser à consulter les archives de la maison des souverains, donc au 2, au 3, au 4, au 5, pour notamment les dossiers d'acquisition, les bons de paiement qui documentent l'acquisition des œuvres. Et puis également, il faut penser au bureau des travaux d'art, conservé dans la sous-série F21, donc Clotilde de Rouillé ici présente est la responsable, bureau des travaux d'art qui lui-même gérait l'acquisition d'œuvres d'artistes vivants, et ces œuvres qui étaient ensuite réaffectées, entre autres, aux musées nationaux. Et donc, en fait, là, on voit déjà une complémentarité indispensable à envisager quand on fait un travail d'archives. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons essayé de sensibiliser chaque année les étudiants, parce que bien sûr, le réflexe, comme les archives des musées nationaux ont été très largement utilisées, très largement publiées, le réflexe était un peu trop souvent d'aller uniquement là. Et à chaque fois, nous revenons à la charge. Attention, il n'y a pas que ça. Vous allez trouver d'autres choses dans d'autres fonds qui permettent de donner un autre éclairage et non seulement d'être plus complet, mais aussi, encore une fois, donc, de donner un autre éclairage qui permette de lire les archives autrement. J'ai beaucoup parlé là des collections, mais il faut aussi parler du bâtiment. Françoise a évoqué l'histoire du Palais du Louvre. C'est une longue histoire, très complexe. Et là aussi, l'usage des archives permet de documenter des pages qui restent souvent un petit peu obscures. Et là aussi, nous attirons l'attention de nos jeunes chercheurs, mais aussi des chercheurs plus confirmés, parce que là aussi, certains chercheurs confirmés ont leurs habitudes, ils pensent à chercher dans certains fonds, et nous essayons d'attirer à chaque fois l'attention sur d'autres fonds moins connus. Et donc, pour l'histoire du Louvre, bien entendu, il y a les archives de l'agence d'architecture du Louvre. On a ici l'inventaire raisonné. Mais il faut aussi penser à consulter les archives du bureau des bâtiments civils dans la sous-série F21, et puis ensuite les autres séries à cotation continue, donc des versements du service des bâtiments civils qui sont rentrés au milieu XXe siècle et qui complètent ce qu'on peut connaître dans F21. Alors là aussi, c'est là que réside toujours un défi pour nous, aux archives nationales, c'est rendre accessibles certains fonds des bâtiments civils qui sont encore peu lisibles dans la mesure où les inventaires sont soit très incomplets, soit non numérisés. Donc là, ça y a un travail encore pour nous à faire. Et voilà, ces quelques mots pour conclure, pour dire que pour nous aussi, il y a beaucoup de travail qui reste à faire. Et cette collaboration entre le musée du Louvre, l'école du Louvre et donc les archives nationales me paraît très, très intéressant. Aussi pour nous, parce que il y a beaucoup de satisfaction à suivre le travail de nos jeunes étudiants, parce qu'en fait, c'est un travail qui est souvent très, très, très satisfaisant, parfois même très brillant, très impressionnant.
et qui à chaque fois fait appel à des sources, comme je l'ai dit, inédites, et donc à chaque fois qui révèle des choses qui n'avaient jamais été évoquées dans les publications antérieures. Et je trouve ça très satisfaisant, très valorisant, aussi pour nous, de contribuer à l'éveil, à la recherche de nos jeunes étudiants. Et puis pour nous aussi, c'est à chaque fois une source de découverte dans nos propres archives. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer cette collaboration dans le futur. Merci beaucoup Pascal. Donc en effet, on ne va pas aborder la discussion. Je pense qu'on laisse la discussion pour après les deux autres communications. Mais c'est vrai qu'il y a là un enjeu important entre nous. Donc je disais que effectivement corpus des sources, mais il y a une redéfinition à faire qui pourrait concrètement produire quelque chose. En effet, nous sommes souvent extrêmement à la fois étonnés de la ténacité que les jeunes chercheurs, on peut dire, dès le début et chaque année, parce que justement ce tutorat entre eux leur permet l'émulation nécessaire pour ne pas perdre pied, parce que comme vous le savez, en plus ce sont des contraintes de temps pour écrire 50 pages, très justes, avec d'autres. Donc ils ont une foi dans leur sujet et dans leur recherche. Il faut aller à Pierrefitte, hein, bien sûr, aussi. Donc, il faut réserver les plages horaires, etc. Mais nous sommes effectivement assez éblouis par le travail produit. Alors, bémol que j'apporterai, parce que dans les jurys, c'est très intéressant, les jurys avec nos collègues conservateurs notamment, puisque souvent ce sont des sujets qui sont en lien avec, pour apporter un éclairage méconnu, moins connu, inédit sur des pans de l'histoire des départements par exemple, des collections. C'est toujours très intéressant parce que dans les jurys, nous avons des discussions entre le trop d'archives consultées. Alors, ils ont en général 20 sur 20 dans la présentation archives, parce que je crois qu'avec vous, ils sont évidemment les notes, enfin, on exige de mettre la double cotation, enfin, c'est vraiment extrêmement austère, et en même temps, nous sommes intraitables sur le rendu. Mais en même temps, ça ne doit pas faire oublier qu'il y a là une idée aussi générale, qu'ils doivent former leur esprit à conceptualiser d'une certaine manière le sujet. On ne fait pas un copier-coller de ce qui a pu être dit, etc. Donc, en première année, on demande finalement aussi d'avoir un regard qui n'est pas forcément, ils sortent d'un enseignement encyclopédique de l'histoire de l'art, pour tout d'un coup partir dans un sujet minimaliste avec en plus une recherche en archives extrêmement difficile et délicate, où on leur dit qu'il y a F21 surtout à consulter en plus des archives des musées nationaux, mais ça maintenant ils le font. Donc en effet, on arrive à parfois, il faut trouver le bon équilibre, je dirais, entre la recherche en archives et ce que l'étudiant va apprendre, parce qu'il faut prendre ses distances par rapport à l'archive pour devenir un historien. Donc ça c'est tout un travail qu'il faut encore travailler, je pense, et que l'on va voir maintenant avec des conservatrices évidemment maintenant confirmées,